Mets le jingle, ouais, ouais, vas-y. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Armada, je suis très heureux de vous retrouver. Il est 20 heures, le journal du bonheur. Les titres du journal, mon invité Henri Guibé et de Rabbi Jacob à la 7e compagnie. Henri Guibé nous dévoilera le secret du cinéma et surtout, il est aussi un homme de théâtre. Mon chroniqueur Marian Gonzalez nous parlera des Jeux Olympiques 2024. C'est quelque chose d'assez sportif, on va dire. On évoquera les sujets positifs et aberrants de la vie actuelle et nous donnera la critique du cinéma, des films, de l'affiche du mercredi et aussi l'actualité du théâtre et de la littérature. Je vous dis tout de suite avec mon invité. Bonsoir à tous. Bonsoir Henri Guibé. Bonsoir. Très heureux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission, dans le journal. Un bon jus d'orange. Il y avait un bon jus d'orange. Voilà, il était pressé. Alors en tout cas, vous êtes en pleine forme. En forme, oui. Oui. Ma pleine forme c'est situé entre 18 et 33 ans par là. 33 tours ou 33 ans? 35, allons-y. 35. Oui. Vous savez, il y a un âge comme ça, jusqu'à 40 ans, on est immortel. Et à partir de 40 ans, on se dit, oh là, il paraît que ça ne dure pas tout le temps. À 50 ans, on se dit, oh oui. Et puis après, petit à petit, on voit des petites bêtises qui vous accaparent, une douleur par-ci, un truc par-là. Pourquoi je ne cours plus aussi vite qu'avant? Est-ce moi qui ne cours plus vite ou les femmes qui courent plus vite? Je ne sais pas. Avec le temps, comme dirait une chanson. Avec le temps, tout s'en va. Tout s'en va. Henri, vous êtes né à Paris dans le 14e. Vous avez grandi justement entre le 11e et le 19e. Ouais. Votre mère est couturière et résistante. Votre père est mobilisé dans la marine au bord du Meknès. Quel souvenir gardez-vous de ce Paris des années? De ce Paris, c'est un Paris qui ne changeait pas. Vous savez, c'est seulement à partir des années 55, même jusqu'aux années 60, où les boutiques, les trucs comme ça ont commencé à se transformer. Il y a des tas de bistrots qui sont devenus des banques. Je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être que les Bougniers avaient gagné beaucoup d'argent. Oui, parce qu'à l'époque, les Auvergnats, les Alsaciens, tout le monde montait à Paris. Oui, montait à Paris. Et alors donc, c'était un Paris... j'aimais bien ce Paris-là. Le Paris où les halles étaient au centre de Paris. Alors je me souviens quand j'avais 18 ans, j'allais danser des fois à Saint-Germain-des-Prés et on revenait des fois la nuit, on n'avait plus de métro et on n'avait pas de voiture. Alors nous, on revenait à pied et on s'arrêtait aux halles. Et alors où on était fortuné et on mangeait une soupe à l'oignon, où on n'en avait pas et on prenait un cornet de frites avec une saucisse dedans. Et ça, c'était... Et on attendait le premier métro. Qu'est-ce que vous regrettez de ces années-là, en fait, par rapport à la date d'aujourd'hui, maintenant, sur Paris? Paris a changé. On va dire qu'il n'a pas changé, il a évolué. Il est différent. Il est différent. J'ai l'impression, des fois, parce que j'habite plus Paris, quand je retourne à Paris pour des choses pour le travail, j'ai l'impression que j'ai habité avant sur une autre planète. Ah oui? Une autre planète qui était beaucoup plus douce. Plus douce, facile. Vous savez, c'est très curieux maintenant. On n'oserait pas revenir... Quand je revenais, par exemple, du centre de Paris, de Saint-Michel, jusqu'à la République, à pied, tous les bistrots étaient ouverts et il était 3 heures du matin. Oui. Il y avait une vie nocturne. Il y avait une vie nocturne. Mes copines n'avaient pas l'impression qu'elles allaient être attaquées dans la rue pour rentrer chez elles. Enfin, il n'y avait pas cette crainte. Vous avez connu l'évolution, mais pas dans le bon sens. Oui. C'est ça. Alors, justement, on a vécu des choses dernièrement, le Covid, le confinement. Vous avez connu le ticket de rationnement. Oui, c'est vrai. Oui, les tickets, oui. Et ça a été quelque chose pour vous, ça? Alors, c'était drôle parce que je pense que si les gens, on avait des tickets de rationnement à la date d'aujourd'hui. Il n'y avait pas à bouffer à l'époque. Il n'y avait pas à bouffer.
ma maman, des fois, se débrouillait pour avoir des choses au marché noir, parce qu'il y avait le marché noir. Euh, selon l'âge, les enfants, par exemple, avaient le droit à tant de viande par semaine. Les adolescents aussi, un petit peu plus. Et puis après, c'était rien du tout. Hein. Donc, les gens avaient faim. Les gens avaient faim. Et après la guerre, je me souviens, un bon restaurant, pour les Parisiens, c'est un restaurant très copieux. C'est pas forcément... Donnez-nous la bonne adresse. C'était un bon restaurant. Ils te resservent de la frite 2 fois avec ton steak. Pour ça, c'était un bon restaurant. Mais alors, il y a eu ça. Alors moi, j'ai pas été tellement privé de ces choses-là parce que j'étais très entouré. Il y avait ma mère, il y avait ma grand-mère, il y avait ma tante, il y avait mes cousines. J'étais dorloté, comme j'étais le plus jeune, j'étais l'enfant qu'on dorlote. En fait, vous avez grandi dans un domaine un petit peu ouvrier à la fois. Ben oui, parce que ma mère était couturière, donc elle travaillait, pendant la guerre, elle a travaillé chez elle. Elle faisait des robes. Je me souviens de clientes qui étaient sur la table de la salle à manger, parce que pour faire l'arrondi de la robe, il fallait qu'elle soit en hauteur. Alors des fois, je rentrais de l'école et je voyais une dame qui était sur la table de la salle à manger. Je disais, bon, maman travaille. Alors, hors antenne, vous m'avez raconté une belle histoire. Oui. Ah oui. Justement, du parachute. Bah oui, oui. Ça, c'est très, très beau. Quand ma maman faisait de la résistante, elle faisait pas sauter les ponts, mais elle transportait des courriers, des choses comme ça. Des fois même des lettres qui venaient de Londres pour retransmettre à leur famille. Et un soir, un cousin qu'on avait, qui l'avait fait rentrer plus ou moins là-dedans, lui a ramené un parachute. Les parachutes, à l'époque, c'était de la soie. Et ma maman s'est mise à faire des chemisiers dans ce parachute en soie, en disant à ses clients, j'ai retrouvé un vieux coupon d'avant la guerre. Et en fin de compte, c'était le parachute qui était dans la chambre et qu'elle découpait. Elle faisait des chemisiers. Et c'est-à-dire que les femmes de mon quartier étaient habillées par les forces françaises alliées. Sacrée histoire quand même. Oui, bah, ça fait partie de ces... je crois que dans toutes les familles... On pouvait dire qu'on pouvait recycler déjà à l'époque. Pardon ? On pouvait recycler déjà à l'époque. Ah bah oui, ça recycle dur même. Hein ça recycle dur. Mais même, oui, parce que, vous savez, c'était curieux. Quand on faisait bouillir le lait, il y a une peau qui se forme au-dessus. Et c'était considéré comme de la crème. Et on retirait ça. C'était avoir le droit de manger de la crème. On était gâtés. C'était un luxe. C'était un luxe. Il y avait pas... des fraises n'existaient pas. On savait pas. Moi, j'ai appris que les fraises existaient après la guerre. Les bananes, après, à la fin de la guerre, il y a eu des bananes séchées. Ces espèces de petits trucs. Et je croyais qu'elles étaient comme ça sur l'arbre. Moi, c'est longtemps après que j'ai appris qu'elles étaient dans une peau, qu'il fallait les déballer avant de la manger. Vous voyez. Alors, c'était la découverte. On mangeait avec des bananes comme ça. Il y a des tas de choses qui... Toute cette période, pour moi, enfant, il y avait des choses que j'ai découvertes après. Surtout alimentaire, hein, des choses complètement... Un chewing-gum, le jour où on appelait un chewing-gum, c'était avec les Américains, on a découvert le chewing-gum, on appelait ça le bonbon éternel. Le bonbon éternel. Pourquoi ? Oui, faut avaler un chewing-gum, il faut faire un effort quand même. Il faut quand même y aller, exactement. En tout cas, ça vous a permis de faire une chose, c'est que vous êtes rentré au cours du Lin. Vos débuts de théâtre national à Paris, dans Antigone avec Jean Lannoy. C'est là où vous êtes plus un homme de théâtre ou de cinéma que vous avez ressenti déjà à l'époque, quand vous avez commencé ? Des fois, je compare. Est-ce qu'un menuisier préfère faire des tables ou des chaises ? C'est du bois. Oui. Bon, le cinéma ou le théâtre, c'est pareil. C'est le même métier. C'est-à-dire qu'il y a des différences. Au théâtre, on est payé comptant, en ce sens qu'on a le public. Oui. Vous rentrez en scène, vous jouez, vous existez, et vous vous dites, tiens, ça leur plaît. Vous entendez rire, vous entendez pleurer, même renifler des fois quand c'est triste. Là, au cinéma, c'est moteur, on existe, coupé. Ben, mais on arrive après à pas savoir, parce qu'on d'abord, on se met à faire connaissance avec la caméra. Et derrière la caméra, il y a un monsieur qui regarde, le cadreur. Et on comprend à son regard des fois si ça va. Il y a aussi des fois sur un plateau, vous entrez, vous jouez, vous dites toc, toc, et brusquement vous apercevez que tous les regards techniques sont sur vous. Alors que des fois, il y a les machinaux qui vont fumer une cigarette dans un coin pendant que... Là,
On dit, tiens, vous les intéresser, peut-être, là, je pense quelque chose. Ça, c'est là qu'on... Et il y a aussi c'est quand vous faites quelque chose de drôle au cinéma, et vous voyez, quand on dit couper, les yeux sont rouges, ils se tiennent tous pour moi. Et ils éclatent de rire après. Bon, donc on sent quand même que ça existe, tout ça. Mais vous aimez quand même le théâtre, puisque en fait, vous avez découvert le café-théâtre, en fait, le Café de la Gare. Oui. Alors, vous êtes aux côtés de Coluche. Oui. Coluche, Patrick Devers, Oui. Romain Bouteille, Miu Miu. Oui. En parallèle, vous participez à des tournages publicitaires pour cofinancer le café-théâtre. C'était un sacré challenge. Comment est né ce café-théâtre exactement? Vous savez, on était dans un petit cabaret avec Bouteille qui s'appelait La Méthode. Et il y avait un garçon qui présentait le spectacle, qui présentait les attractions. Il y avait des chanteurs comme Maurice Fanon, Bobby Lapointe qui passaient, qui chantaient. Et nous, on racontait des sketchs, des histoires. Et il y avait un autre garçon qui, lui, présentait le spectacle et de temps en temps servait un sandwich aux clients, un truc comme ça. Il s'appelait Coluche. Et pendant les événements de mai 68, après le spectacle, on avait des copains qui nous rapportaient des nouvelles du front, combien de pavés avaient été jetés sur le boule-miche, et ils nous racontaient des histoires. Et c'est ainsi qu'un soir, Coluche et Romain sont venus me voir en me disant: est-ce que ça t'intéresserait de construire un théâtre? On se ferait un théâtre ensemble, on pourrait jouer les trucs qu'on veut. Oui, d'accord, mais un théâtre... de l'argent pour faire un théâtre. On va se démerder. Ah bon? Je rentrais chez moi en me disant, ils avaient un délire ce soir. Comme ils refaisaient le monde tous les soirs, je dis, bon, ben voilà, c'était sympa comme délire. Et puis 3 semaines après, ils m'ont dit, ça y est, on a trouvé le lieu. Je dis, quel lieu? Ben, le théâtre qu'on va faire. Ah bon? Et ils m'ont emmené, à ce moment-là, c'était Passage d'Odessa. Ça donnait dans la rue d'Odessa. C'est le premier théâtre qu'on a construit. Et là, avec des briquets, vous savez, briquets de fumeurs qu'on avait tous. Et là, Romain dit, là, on va faire la scène. Ici, on va construire des balcons. Et là, des gradins. Et puis, en dessous, on fera les loges. Là, je me dis, je pense qu'ils ont fumé ce soir, mais... ils étaient dedans. Bon. Et en fin de compte, le lendemain, on commençait à construire le théâtre. On a commencé à construire ce théâtre. Et comment ça s'est fait, comment ça s'est construit, comment est venu l'argent, je ne sais rien du tout. Je sais que le théâtre, un jour, on a ouvert, c'était bourré, c'est resté bourré tout le temps. Après, c'est devenu trop petit, on a été s'installer rue du Temple, dans un ancien garage. On en a refait un deuxième théâtre. Là, on a fait un truc qui faisait 400 à 450 places, beaucoup plus important. Et ça rentrait. J'arrivais le soir, il y avait toujours la queue devant le théâtre avant d'entrer. C'était une espèce de magie. C'était une magie. Alors, ce café, ce théâtre, qui était un théâtre de liberté. Oui. Où chacun pouvait devenir ce qu'il voulait. Et ça a été quand même pour moi des années merveilleuses. C'est un très bon souvenir. En plus de travailler avec Coluche, non? Coluche, on s'est fâché avec lui. Ah oui. Enfin, il avait son caractère. C'est pas qu'on s'est pas fâché à mort, mais on n'a plus voulu jouer avec lui. On voulait plus jouer avec lui parce que Michel avait une manie, c'était de nous, dès qu'on avait une réplique qui était drôle, il nous la volait. Il la disait avant nous. Alors ça ne nous plaisait pas, on n'était pas là. Alors des fois, avec Patrick Devers, on l'attendait en coulisses et on le battait. On le battait, jamais sur le visage pour pas nuire au spectacle, mais on lui donnait la fessée, quoi. Alors il était sage pendant 8 jours, mais c'était plus fort que lui au bout d'un moment. Et un jour, on a dit, on ne veut plus jouer avec toi. Voilà, il dit, bon, d'accord, on s'est séparés. Pas fâchés, mais séparés. Et j'ai compris après, parce qu'on comprend les choses longtemps après. J'ai compris que Michel, avec nous, il était en train de faire naître le grand soliste qu'il allait devenir. Il avait besoin de la scène tout seul. Je me souviens, un soir, je vais pour faire mon entrée, il dit, là, je vais le faire tout seul. Je dis, alors, ça va pas. Arrête. Oui, il était comme ça, bon. À part ça, c'était un homme de cœur, il avait le cœur sur la main. Je sais que si j'avais eu besoin d'argent, j'aurais dit, tu peux me prêter, il m'aurait donné tout de suite. Mais bon, il était comme ça, c'était une bête de scène. Et il avait besoin de la scène tout seul, et c'est très bien qu'il l'ait eu. Préféré, mais on est resté très potes. Quand il a fait des films, il nous a demandé de tourner avec lui ou tout ça. Bon, moi j'ai pas pu tourner dans de ses films, à regret du reste, parce que j'étais sur un autre film, mais sans ça...
Non, bon, c'est resté un pote. Hein, voilà. En tout cas, c'était un homme avec grand cœur, puisque la preuve, c'est qu'il a, Oui, bah il a oui. quand même, il a créé les Restos du Cœur. C'était juste un soir, et à la date C'est ça. d'aujourd'hui, c'est Mais vous des savez, années. on était quand même tous jeunes, et quand on est jeune, on a faim. Oui. Et quand on veut exister, quand on monte sur une scène, c'est pour exister. Mais, Donc, mais je pense que ça n'a pas changé, que ça soit il y a 20 ans, oh oui, 30 ans oh en là arrière là. ou même maintenant, Oh quand là là. on veut vraiment Oui. réussir, il faut y aller. Il y a, oui. Alors, il y a deux sortes. Il y a les requins gentils et les requins méchants. Ceux qui veulent y aller parce que parce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et puis il y a les requins méchants, les sournois qui vous font des croche-pieds. Ça, faut s'en méfier. Oui, on n'appelle pas ça aussi le bal des faux culs? Voilà. Je vous donnerai une liste de noms après la mission. Ah, c'est bon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'imagine qu'elle doit être longue. Non, je sais Non. pas, parce qu'il y en a Courte beaucoup. mais intense. Non, vous savez, j'ai pris l'habitude d'oublier tous ceux qui sont nuisibles. Gardez que le positif. Vous Ouais, avez ouais, bien parce que, raison. bon, là, Henri, vous vous souvenez aussi de vos différents rôles avec des pièces d'auteur, avec Feydeau ou Guitry. Votre première apparition au cinéma avec tous ces figurants, votre premier cachet, La vérité d'Henri Clouzot en 60, aux côtés de Brigitte Bardot. Ah oui, j'ai passé 3 nuits avec Brigitte Bardot. Ah, Quand même extraordinaire. je savais que j'allais avoir le scoop. Alors c'était à Saint-Michel, on tournait de nuit. 3 nuits avec Bardot. Ouais, bon, C'est quand même bien. c'est quand même bien. Et là, ça se passait, Brigitte était suivie par les caméras, elle passait, et moi je la croisais. Elle ne me regardait pas, je ne la regardais pas. C'était normal? Bah oui, c'était comme ça. De temps en temps, j'avais un œil, mais enfin bref, voilà. Mes 3 nuits avec Bardot, ça a été ça. Elle ne doit même pas se souvenir de moi, la pauvre. Mais, enfin, la pauvre, pas pauvre. Mais c'était comme ça. Et j'avais un coiffeur, à l'époque, j'allais me faire couper les cheveux dans mon quartier, dans le 11e arrondissement. Et j'avais un coiffeur, il était sicilien. Et il me dit, mais tu fais du cinéma, toi? Je dis, oui, oui, oui. Les femmes, le cinéma, tu connais, des femmes formidables. Je dis, oh, bon, ben non, mais attention, c'est des comédiennes, c'est vrai. Oui, ben enfin, bon, t'en as eu combien des femmes comme ça? Je n'ai jamais touché, bon. Et un jour, j'ai tourné avec Bardot. Il fait, oh putain, il a tourné avec Brigitte Bardot. Alors, après, quand la deuxième fois que j'ai été chez moi, il connaît Brigitte Bardot. Et après, la troisième fois, il s'est fait Brigitte Bardot. Bon. Tout ça, c'est la légende de mon coiffeur. J'y suis pour rien. Oui, oui. Ah bah, dans un petit quartier, dans un village, il suffit d'une pépite et puis hop, ça devient un cinéma, un film. Par la suite, vous tournez donc avec Georges Lautner, Oui. Quelques messieurs trop tranquilles, avec Jean Lefebvre, Paul Prébois, Miu Miu, René de Saint-Cyr, Michel Galabru, avec aussi Pierre Bachelet, Philippe Castaldi, Marthe Villalonga. Ça a été, comment je pourrais vous dire, ça a été fort ce tournage. Je vais vous dire, avec tous ces personnages. Tous les films que j'avais avec Georges Lautner, que j'ai fait avec lui, ont tous un seul point commun. C'est que je disais pas, je vais tourner un film de Lautner, je dis, je monte à bord d'un Lautner. Parce qu'à chaque fois, on partait en voyage. Pour moi, c'était formidable. C'était un voyage, une excursion. C'était génial. Bon, il y avait que des gens... Tourner avec André Pousse, tout ça, c'est drôle, c'était amusant. Puis c'était que des comédiens comme Michel Galabru, tout ça, que moi j'admirais. Et j'étais là avec eux, et ils me parlaient, je devenais très vite copain avec ces gens-là. Donc ça a été des instants merveilleux. Et en même temps, il y avait dans les films de Georges un côté artisan. C'est la façon dont il... Artisan, familial. Copain, plus copain. Oui, c'est la bande. La bande. La bande. C'est la bande. La bande, c'était... C'est la bande. Et donc là, il y a quelque chose dans tous ces films. Rabbi Jacob, le rôle déterminant de votre carrière. Louis de Funès, ce grand acteur, très secret, qui ne parlait peu de lui, mais parlait des autres. Oui. Alors, vous étiez Salomon, vous tournez avec lui. Qu'est-ce qui vous a transmis? Parce que c'était un grand homme. Alors, les premiers jours de tournage où j'ai tourné avec lui, il me disait, c'est bien ce que vous faites, hein. C'est très bien, mais ça sera coupé, je fais tout couper. Il savait très bien tout le mal qu'on pouvait dire de lui ailleurs. Alors, il en parlait. Après, j'ai parlé un petit peu avec lui, et j'ai demandé beaucoup de parler de Sacha Guitry, parce qu'elle allait tourner des films intéressants avec lui. Et là, c'était bien, parce qu'il me faisait voyager. Il m'emmenait dans son passé à lui, qui était riche.
Et, et sa montée, c'est pas, il n'est pas devenu, il n'est pas rentré au cinéma en disant je suis de Funès. Non, c'était. Il s'est imposé. Il a monté des Dans Knock, il tourne dans Knock de Funès. Il sort il sort de la bascule à se peser. Il fait j'ai perdu 500 grammes. Hop, 820. Seul truc. Dans des films de Sacha Guitry, il avait tourné un film de Sacha Guitry avec Michel Simon. Où Michel Simon, je me souviens plus du titre du film. Michel Simon faisait lui et son jumeau. Oui. Bon, et là, Louis de Funès faisait le maître, le valet de chambre. Il était très bien là. J'avais repéré. Maintenant, comme homme, c'est un homme adorable. J'ai beaucoup parlé de ses roses avec lui. Il adorait le jardinage. Il adorait le jardinage, oui. Il était très proche. De ses fleurs. Et puis, sa conception du métier qui était intéressante. C'est bien que il avait construit. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Il avait construit de Funès en sachant très bien ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait surtout pas faire. Il ne devait pas faire. Oui. Il aurait refusé, par exemple, de faire un film dramatique ou comme Bourvil, par exemple, passait de l'un à l'autre sans. Lui, non, il voulait pas. Il restait. Il avait son étiquette. Ouais, Et cela dit, il a réussi à créer un personnage extraordinaire. Ah bah mythique. Ah oui. Et s'il serait là aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il fonctionnerait encore autant? Ah, le film? Oui. Alors non seulement je dis qu'on devrait le ressortir, je voudrais que des films comme ça, on devrait en faire un par semaine. On devrait en faire un par semaine parce que quand on voit la connerie, pardon, excusez-moi pour le mot, la bêtise des assassins à plein temps, je trouve qu'on devrait un petit peu leur mettre leur boucler le bec avec des histoires comme ça. Et refaire penser aux spectateurs que le monde, c'est pas celui qu'on essaie de leur montrer. Qu'il peut y avoir un monde où les gens sont heureux. Le cinéma aujourd'hui, pour vous, il est comment? Très bien. Il est très bien. Très bien. Mais à part certains films. À part certains films. Il a quand même changé. Mais comme avant. Oui. Comme avant. Mais, vous savez, chaque génération amène ses artistes. Oui. Elle crée ses stars, ses vedettes. Chaque génération amène ça. Et elle est toujours incomparable par rapport à celle du passé. Bon, parce qu'elle a besoin de se révéler. Elle a besoin de se fabriquer, de créer son empire. Alors bon, c'est vrai que le cinéma de maintenant ne ressemble pas du tout au cinéma des années 60. C'était peut-être plus facile de tourner à l'époque que maintenant ou pas? Non. Non. Non, mais vous savez, maintenant, on tourne avec des techniques qui sont tournées en numérique et c'est beaucoup plus facile que de tourner avec de la pellicule qui fait 70 ASA, pas plus. Hein. Donc, non, il y a des techniques différentes, plus faciles. Bon, mais maintenant, les gens écrivent d'une façon différente. Ils écrivent. Je crois que le tort. Mais ça, on a ça au théâtre aussi. C'est que les auteurs essaient d'écrire comme les gens parlent. Oui. Faut pas. Il faut pas. C'est la différence. C'est aux gens à parler comme le poète. Oui, vous êtes un homme de poète. Et vous quand vous aviez des grands auteurs comme des dialoguistes, même de cinéma, comme Prévert, Janson, Audiard, et d'autres dialoguistes dont je n'ai pas les noms là sous la. Ces gens écrivaient une langue extraordinaire. Audiard faisait dire à des gangsters un français fabuleux que jamais un gangster de Pigalle n'aurait parlé. Quand un gangster, un fabricant de faux billets, dit à son graveur de ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Bon, il n'y a pas un truand corse qui aurait dit une phrase comme ça. Il y a une tête. Il y avait du texte. Il y a une poésie. Il y avait une poésie, exactement. Et ça comme vous parlez cet exemple, en 75, Flick Story avec Alain Delon. Alors, c'est un monstre sacré. Vous avez joué certes le second rôle, mais aux côtés de ce grand acteur,
Qu'est-ce qui vous a... Il était très exigeant, on va dire, et qu'est-ce qui vous a apporté Alain Delon? Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Mon agent m'avait envoyé, donc je suis arrivé au bureau du studio, au bureau de la production. J'ai frappé à la porte. Alors je savais que c'était pour faire un flic, donc j'avais mis un imperméable pour faire flic. Et j'ai frappé. On va dire, entrez. Je suis rentré. Il y avait Deray qui était assis au bureau, Delon qui était là. Je suis resté sur le pas de la porte, puis je suis rentré tout doucement. Delon m'a regardé, des pieds à la tête. Il a tourné autour de moi. Il m'a dit, vous faites 80 kilos? Je dis oui. Ça ira, c'est parfait. Vous pouvez y signer. Je suis sorti de là, je me suis dit, ça ne veut pas être une rencontre de boxe ou un truc... c'est tout. Le premier jour de tournage, je suis arrivé, il y avait des copains à moi, des comédiens que je connaissais, je dis bonjour les potes. Et il y avait Alain qui était en train de se faire maquiller. Il était là, je dis bonjour, et il me fait bonjour monsieur. Ça a commencé froid. Alors que j'étais son copain, je roule un rôle de copain. On se tutoyait On se tutoyait dans le film. Premier jour, rien, pas un mot, rien. Moi, je n'adresse pas la parole parce que... Et le soir, il me dit au revoir monsieur. Le lendemain matin, bonjour monsieur, au revoir monsieur. C'est seulement le troisième jour où j'arrive au studio, il me fait ah Henri, comment vas-tu? Il m'embrasse. Et là, je lui dis, tu as vu les roches? Tu as vu ce qu'on a tourné? Il a souri, il s'est marré, et après c'était fini, on est devenus copains, et on racontait des trucs ensemble, on blaguait, il était devenu sympa. Alors, bon, pourquoi il a fait ça? Je sais pas, il a peut-être besoin de faire connaissance déjà, pour voir comment... Un test? Et peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, moi j'ai été, bon, après j'ai pensé, le film était très agréable de tourner, mais ce qui m'a surtout impressionné, c'est que c'était un très, 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 très grand professionnel. Remarquable. Je ne l'ai jamais vu faire une boudouille. On a tous un accrochage un jour sur une prise ou une répétition. Personne n'est parfait. Lui, c'est... Tout était déjà dans la bande. Il rentrait, des fois, il venait pas au répété, parce qu'il était producteur, donc il fallait qu'il s'occupe d'autres choses en même temps. Donc on préparait le plan. Et après, Deray dit, vous pouvez appeler Monsieur Delon, le plan est prêt. Il arrivait, il disait à sa doublure Lumière, qui était son chauffeur, qu'est-ce que je fais? Il dit, sur telle réplique, tu vas là, après, toi, tu te comme ça, quand vous voulez. Moteur, coupé, c'est parfait. C'était un planning, c'était une organisation, tout était marqué. Je ne sais pas comment. Alors, oui, il paraît que aux États-Unis, il y a des comédiens qui font ça, mais moi en France, j'avais jamais vu. En tout cas, vous avez un bon souvenir avec Alain Delon. Ah, oui, parce que c'est un homme de talent d'abord. Bon, vous savez, les gens sont ce qu'ils sont. Tous les gens ont une particularité. Hein. Tout à fait. Alors, bon, il a les siennes, mais moi, ça ne me regarde pas, ça. Là, en ce moment, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à Alain? Soigne-toi bien. Soigne-toi bien, laisse-moi faire. Voilà. Le message est passé, en tout cas. On ne rentre pas dans le débat, mais en tout cas, voilà, soigne-toi bien, c'est le plus important. Si Alain entend, ou ses enfants, en tout cas, on est de tout cœur avec les fils. Vous avez participé à de nombreux films, bien sûr. La 7e compagnie, réalisée par Robert Lamoureux. Alors là, vous avez dû bien vous rigoler. Vous avez dû bien vous marrer dans ce film. Sauf quand on nous foutait à l'eau. Ah, Robert Lamoureux aimait bien nous mettre dans l'eau. Alors, on tournait ça au mois d'avril dans la région, dans l'Essonne ou dans la région parisienne. Alors, les rivières, à cette époque-là, c'est pas les Caraïbes. Hein. Non, j'imagine. Alors, voilà, il aimait bien. Bon, mais à part ça, c'était une équipe qui tournait un film, une série, parce que c'était plusieurs, la 7e compagnie, avec Jackie Sardou en plus. Il y avait Aldo Machon, Jean Lefebvre, Jean Carmé, Pierre Mondy. C'était... Tornade. Tout. Comment s'est fait ce film, en fait, la 7e compagnie? Je ne sais pas comment c'est né. Moi, on m'a fait rentrer là-dedans, parce que je tournais pas mal à la Gaumont à l'époque, et le directeur de la Gaumont, Alain Poiret, écoute, tu vas remplacer Aldo Machon dans le prochain, on refait une suite de la 7e compagnie, tu vas remplacer Aldo Machon. Je ne joue pas du tout comme Aldo Machon, puis j'ai pas l'accent italien. Ça fait rien, ça ira, t'inquiète pas.
Bon, voilà, voilà. Et, voilà. Et je suis rentré dans le film. Comme quoi, nul n'est irremplaçable. En tout cas, ce film, il cartonne toujours. Ah, mais je vais vous dire, je reçois des lettres d'Allemagne. Encore aujourd'hui, Toujours. d'Allemagne. D'Allemagne. Ah, c'est extraordinaire. D'Allemagne. Et j'ai été interviewé il y a quelques mois par un journaliste allemand, un berlinois, qui me parlait de ce film. Et il dit, mais pour les Allemands, c'est un des rares films sur la Seconde Guerre mondiale où la guerre est ridiculisée. Oui. Les Français, c'est trois Français qui s'évadent malgré eux, parce qu'ils font pas de plan, et c'est l'occasion. Et les Allemands glissent, patinent, c'est pas, ils n'arrivent pas en super vainqueur. C'est pas, donc ça n'est ni. Les Allemands aiment bien ça, parce que c'est un film, c'est presque un film antimilitariste. Oui, tout à fait. Oui, oui, mais ça m'étonne pas des Allemands. Alors donc, c'est un film qui a très très bien marché. Il a très très bien marché, comme Rabbi Jacob, rien à voir, mais vous avez des films qui ont vraiment cartonné. Vous avez Le Pion avec Christian Gion. Ah oui. Alors là, vous avez le premier rôle. Oui, c'est vrai. C'était pour vous inattendu ou ça faisait partie du jeu, on va dire, de se dire ça y est, j'ai trouvé le rôle, parce que vous avez toujours été dans les seconds rôles. Et là, cette fois-ci, vous avez Le Pion. Je connaissais Christian depuis quelque temps, j'avais fait des trucs, j'avais tourné des pubs avec lui. Et puis un jour, il me raconte cette histoire, et il me dit, voilà, et j'aimerais bien que tu fasses le rôle. Moi, je dit, oui, je veux bien, ça me plaisait bien, l'histoire me plaisait bien. Et puis, j'ai tourné ça. C'est un homme qui réussit grâce à l'écriture. Oui. Mais je n'avais pas la sensation d'être un premier rôle. J'avais la sensation d'avoir un beau rôle, c'est tout. Et je me disais, bon, voilà, c'est bien, j'ai des belles scènes. J'étais heureux de le faire. J'étais heureux après de l'avoir fait, parce que j'étais quoi. Mais ça n'était pas. Je suis pas sorti en me disant, maintenant, hop, mes prix, c'est ça, et vous pouvez envoyer à Pamela. Non, j'étais resté vous-même. Parce que enfin, ça a été un peu toute ma vie, ça. Jouer, c'était mon métier. Alors que ce soit un grand rôle, un petit rôle, ça a été le boulot. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Donc, quand j'ai commencé à rêver à devenir comédien, je rêvais d'être comédien. Je me disais, si je n'arrive pas à être comédien, je serais Machido. Ah oui. Je serais au théâtre. Je rêvais de... Il fallait que vous soyez sur scène. Mais j'avais envie d'être comédien. Au cinéma, oui, j'aimerais bien faire ce rôle-là. Bien souvent, quand je regardais des rôles au cinéma, je trouvais qu'il y avait des rôles secondaires qui me plaisaient beaucoup. Par exemple, dans Hockey Choral. Hockey Choral, oui. Bon, Kirk Douglas, c'est le second par rapport. Son rôle me plaisait beaucoup. Et il y a justement une chose que je vais vous dire. Vous me disiez tout à l'heure, le théâtre et le cinéma, vous l'avez aimé grâce à votre mère à la fois, puisqu'elle vous a... Oui, parce vous l'avez dit tout à l'heure hors antenne, c'est beau parce qu'elle vous emmenait justement voir le théâtre. Et vous aimiez quoi? C'était le rideau rouge. Oui, oui. Oui, j'étais fasciné. Je dis, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? On va être dans quoi? Dans une forêt? Dans un salon? Je ne savais pas. Ça me fascinait, le rideau rouge. Et le cinéma me fascinait aussi parce que je ne comprenais pas comment ça marchait. J'étais un tout petit gars. Il y avait un rayon de lumière qui partait du fond de la salle et qui arrivait sur l'écran. Et dans mon enfance, je me disais, les comédiens doivent être là-haut, doivent plonger dans le rayon et arriver sur l'écran. Ça doit être un truc comme ça. Et là, je me disais, ça ne va pas être mal j'aimerais bien plonger dans le rayon, moi aussi. Ça aussi, ça me... Et donc, vous avez plongé dans le rayon, et justement, vous avez plongé dans un autre rayon. Alors, vous avez fait des doublages. Alors, ça, c'est excellent. Dans Pixar et Disney, de Toy Story à Chicken Run. Vous avez participé à des jeux vidéo, des anodotopées sont conservées avec la version américaine, et des doublages sont-ils difficiles à réaliser à la date d'aujourd'hui? Oui. Quand vous avez eu ce doublage, c'est très dur? Non. Non? Mais vous avez un très bon souvenir, justement, de Chicken et Toy Story? Oui, oui, parce que alors, après, surtout les Toy Story, ils ont fait des jeux vidéo. Alors, il faut redoubler les jeux vidéo. Alors, bon, c'était... Mais ça, on joue avec une mécanique, et ça, c'est amusant à faire. Ça, c'est amusant? Oui, oui, parce que, bon... et puis, on a une certaine liberté d'interprétation au doublage qu'on peut pas, quand on double un acteur, il faut quand même respecter un petit peu
tout du moins l'esprit dans lequel il est. Et je veux le raconter, alors ne répéter à personne cette histoire. Je me suis vu doubler en anglais. Un jour, je monte dans un avion et puis Rabbi Jacob. Je monte dans l'avion. Je pense Rabbi Jacob dans le film. Là, et là, je dis tiens, je vais écouter la version anglaise parce qu'on peut dans l'avion. Et en anglais, je me suis trouvé génial. Ah bon? Oh, j'avais l'impression qu'en sortant de l'avion, il y avait De Niro, tous les gars m'appelaient Hello, Henry, come. Je me trouvais génial en anglais. Et je connais le comédien qui me double. Oui. Il s'appelle Jimmy Schumann. Je ne sais pas s'il est anglais ou américain. C'est lui qui double. Il a doublé énormément de films français. Vous avez la chance justement de vous rencontrer. Il fait des versions anglaises. Et à chaque fois, je dis merci Jimmy. Avec toi, j'ai du talent. Parce que vraiment. Et j'ai compris un peu pourquoi. C'est que brusquement, quand on s'entend dans une autre langue, on se voit jouer. Alors que lorsqu'on se voit jouer dans sa langue, on dit oh, j'aurais pas dû le dire comme ça. On est toujours en critique. Là, j'avais plus à critiquer, j'étais plus moi. C'était un autre. Surtout que les films français, quand ils sont traduits en anglais, souvent, il y a des fois, les mots ne correspondent pas toujours avec la version. C'est normal. C'est normal parce qu'on est forcé de au moins tomber sur le mouvement des lèvres. Quoique maintenant, on arrive à récupérer des trucs. Et c'est un métier d'écrire la transformation. Il faut rester... un gag, une phrase drôle en anglais n'est peut-être pas du tout drôle en français. Bon, exactement. Alors, donc c'est pas évident. Et alors maintenant, ça va même parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça vous fait peur? C'est-à-dire que ça fait pas. Ils partent de la langue du comédien et c'est la même voix, c'est le comédien et ils le font parler dans une autre langue. C'est-à-dire, vous allez voir, je sais pas, Clooney. Ouais, il parle et blablabla, ça vient en français. Ça sort en français. Alors, ça sera la voix de Claude, on ne pourra pas dire que c'est la voix d'un mec qui le double. Mais la question que je me pose, personnellement, c'est est-ce que la traduction de l'intelligence artificielle jouera aussi bien que la version originale? Parce que bien souvent, les acteurs qui doublent sont de très bons comédiens et ils font du très bon. Ils ne nuisent pas à l'acteur. Ça vous fait peur, enfin. Peur. Non, parce que vous savez, il se passe tellement de choses, la technique évolue tellement, et on s'aperçoit qu'au bout toujours à chaque fois, il y a la création artistique, elle se faufile partout. Quand le cinéma muet est devenu parlant. C'est vrai qu'il y a des tas d'artistes muets qui ont arrêté de tourner parce qu'ils ne savaient pas parler. Et on a donc pris des acteurs de théâtre qui considéraient ça comme... Ouais, d'accord, c'est bien payé, tu peux y aller. Mais petit à petit, il y en a qui ont compris que c'était un art aussi, qui s'inventait et qui ont joué le jeu. On va créer aussi. Donc partout, il y a la création. C'est un virus qui se faufile partout, qui arrive à trouver sa place. Ça sera peut-être différent, peut-être que... Vous avez connu le mime Marceau. Vous avez connu Charlie Chaplin. J'ai travaillé un petit peu dans son cours à Marceau. Mais je l'ai vu 2 fois. Et... Sacré personnage. Oui. Une présence. Il était très bavard. Ah. Donc vous aviez juste à écouter. C'était très très bavard, il parlait tout le temps. Mais du talent, c'est un bip, c'est une invention, une transformation du Pierrot, de la Commedia dell'arte. Non, c'est une belle invention, c'est un beau travail. Et quel est le film qui vous laisse le meilleur souvenir de toute cette époque? Il y avait un film à citer. Je les ai tous aimés. Vous avez tous aimé? Bon, mais maintenant, il y en a un que j'aurais aimé faire, mais bon, il ne s'est pas présenté. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Il y en aura d'autres? Hein? Il y en aura d'autres? Peut-être, mais pas celui que je veux faire. Ah. On ne sait jamais. Hein? Comme dirait Jean Gabin, on ne sait jamais. Oh non, là, je crois pas. Là, ce genre de film, on ne le donnera jamais à moi.
C'est vrai? Bon, en tout cas, vous avez eu la chance de rencontrer Gary Cooper, Ah une oui, grande j'ai figure du serré la cinéma main. américain. Oui, oui, oui. Hein. Quel sentiment auprès de cette icône, en fait, avec Gary Cooper? Bah bon, à l'époque, j'ai travaillé dans un salon de coiffure. Faut bien dire, Ah, on et vient quand même de chez le coiffeur, là encore, oui, oui, sur oui. l'histoire. Et je travaillais dans un salon de coiffure. J'étais chasseur, c'est-à-dire que je m'occupais des clientes, je prenais leur vestiaire, je leur amenais des petits gâteaux, une tasse de thé, des trucs comme ça. Et un jour, on avait eu nous annonce qu'on allait voir la femme de Gary Cooper. Le salon en folie. Hein, blablabla. Et donc, Madame Gary Cooper arrive, voilà, on l'installe, bon, on fait ça. Et on apprend que Monsieur Gary Cooper viendrait chercher sa femme. Là, je vous dis pas, les coiffeuses. Elles ont tous été se remaquiller. Et moi, j'ai donc remis le vestiaire à Madame Gary Cooper. J'ai ouvert la porte et Monsieur Gary Cooper m'a donné un pourboire. C'était un billet. J'ai fermé la porte. Je dis putain, Gary Cooper m'a touché. Il m'a touché. Quand on a 18 ans et qu'on rêve de devenir un acteur et qu'on croise un personnage comme ça, surtout c'était l'époque du train siffleur à 3 fois. Tu vois. Ah oui. Bah, donner la place, si toi aussi tu m'abandonnes. Bon, et ça, voilà, bon, ça a été voilà, c'est la seule scène que j'ai eue avec Gary Cooper. Et alors maintenant, quelle est l'actrice ou l'acteur qui vous a le plus marqué dans tout votre parcours? Vous avez aimé tourner? Oui, alors bon, bien sûr, De Funès, Delon, tout ça, Belmondo, Jean-Paul. Jean-Paul, justement, Jean-Paul, Michel quoi. Galabru? Alors, il y a eu Galabru, il y a eu Tornade, il y a eu Roger Carrel, enfin, il y a eu une multitude d'acteurs extraordinaires que j'ai eu la chance de croiser ou avec qui j'ai eu la chance de tourner ou de jouer. Et ça, c'est... oui, pour moi, c'est des... C'est parce que quand on joue avec des gens comme ça, justement, on rentre dans leur truc. Et puis, il y a aussi... Il y a une amitié qui se forme, il y il a y a une des complicité. amitiés. Et puis, quand vous jouez avec des grands acteurs, Mais vous êtes un grand acteur aussi, Henri. oui, mais enfin, c'est peut-être grâce à eux. On a l'impression qu'on prend quelques centimètres. Oui, chaque jour, chaque instant. Parce qu'il faut jouer avec eux et ça fait grandir parce qu'ils sont bons, il faut d'autres. Et ça m'a fait du bien. Ça, bon, j'ai aimé cette sensation. Alors, j'ai une chose, auriez-vous aimé jouer aux côtés de Jean Gabin? Ah oui, je l'ai raté. Voilà. Et Micheline Prel, qui nous a quittés dernièrement. Est-ce Ah que oui. ces deux personnages, vous aurez, enfin surtout Jean Gabin, Oui, oui. enfin Micheline aussi, hein, Oui, mais oui. Jean Gabin, c'était quelque chose que vous auriez aimé? Ah bah oui, c'est un grand bonhomme. Et ce que je trouve formidable dans Gabin, quand je l'ai regardé, c'est qu'entre Pépé le Mocco et le dernier film qu'il a fait, c'est toujours Gabin. Et à chaque fois, c'est toujours le personnage. Ça, c'est un enseignement formidable. C'est-à-dire qu'en restant lui-même, il arrive à être un autre. Parce que quand vous voyez Gabin dans Archimède le clochard, où il fait Clodo, ou dans Les Grandes Familles, ou dans Le Président, où il fait à chaque fois, il est le personnage. Il est dedans, Il est toujours dedans. complètement. Du reste, on n'est pas... Ça, je vais ne répéter ça à personne. On n'est pas dans un personnage. On prend un Ce qui est personnage, ici on ne prend un sortira personnage, on pas. le met dans sa On le peau. met on rentre dans le Et personnage. là, on le construit, on le fabrique. On le fabrique avec son intimité. Alors justement, je voulais vous poser la question, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune comédien aujourd'hui ou comédienne? Un seul. Un seul? N'écoute jamais les conseils. J'ai eu un acteur je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez? Et il m'a répondu tout simplement, que des problèmes. Et je lui ai dit, ah bon? Il me dit oui, parce que c'est comme ça qu'on construit un homme. Je trouvais ça original. Et justement, n'écoute pas les conseils. Et donc vous, ça serait plutôt, suis ton chemin. Oui, puis, Au parcours. non, il y a des trucs. Bon, pour être sérieux, il y a d'abord apprendre son métier. Et alors, pour apprendre son métier, bon, maintenant, ils sont fans, ils lisent Stanislavski, lisent Strasberg, tout ça. Il y a une Bible pour les comédiens, une, qui dit tout. C'est le paradoxe sur le comédien de Diderot. Là, on apprend tout. Et en plus de ça, c'est écrit sous forme de dialogue. Alors, donc, on peut s'entraîner à jouer avec. Mais il y a tout est dit, tout est... Et ça évite après d'avoir des angoisses sur l'interprétation.
fais ce qui est marqué dans Diderot. Et oui. Justement, j'ai une chose à vous donner. Je vais vous offrir quelque chose qui va vous plaire. Paris sera toujours une fête. Les plus grands auteurs célèbrent notre capitale. Je me permets de vous offrir ça. Vous avez du Marcel Proust dedans. Vous avez du Montaigne. Ah. Et je me permets de vous offrir ce petit livret qui est sorti dernièrement. Paris sera toujours une fête, mais tout en poésie. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, je voulais vous offrir ce petit livre Ah qui oui. va vous plaire parce que je sais que vous écrivez beaucoup et vous écrivez toujours. Et en 2019-2020, vous avez fait un drôle de mariage pour tous, une mise en scène d'Henri Guibet, vous-même, au théâtre d'Anou. Et après, Qui vole un œuf Alors, en oui, 2022. ça, ben, elle est à venir, celle-là. Elle arrive. Elle arrive. Et elle est très drôle aussi. Et, oui, oui. Qu'est-ce qui est drôle? C'est le vol ou l'œuf? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir, parce que le début de la pièce, c'est un monsieur qui surprend un voleur en train d'essayer d'ouvrir son coffre-fort. Et il lui dit vous cherchez quelque chose? Et le voleur lui dit ah ouais, elle fait peur. Il dit mais vous cherchez à ouvrir le coffre? Il faut excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous a incité à faire ça? Il me dit j'ai un ami à moi qui m'a dit que le coffre-fort de l'antiquaire devait être bien nourri. Ah oui, bon, alors il dit faites le numéro. Il dit quoi, vous voulez que j'ouvre le coffre? Oui. Ah, il dit je sais pas si je dois. Vous n'allez pas vous faire prier. Et vous comprenez, monsieur, c'est la première fois qu'on me donne la combinaison du coffre que je dois ouvrir. Il dit il y a un début à tout. Et il ouvre le coffre, et il dit mais il est vide. Il dit voilà, votre ami est un menteur. Mais il me dit alors pourquoi vous me le faites ouvrir? Il dit c'est pour le remplir. Et comment ça? Pour en déclarant aux assurances ce qu'ils étaient censés contenir. C'est énorme. Voilà. Et donc ça, c'est une pièce qui va sortir. C'est le début d'une pièce. C'est un début d'une pièce. Et ça, c'est prévu pour quand? Dès que le producteur m'appelle, il me dit on commence maintenant à répéter. C'est à la merci de l'argent et de tout ça. Mais ça va venir. Ouais. Donc c'est un projet qui sort en fin 2024-2025. J'espère bien, oui. Et je vous le souhaite, Henri. J'ai retenu quelques citations dites lors de certaines interviews. Vous dites « Le miroir et la caméra vous regardent dans un miroir entre la jeunesse et la vieillesse. J'ai plus d'amis aujourd'hui au cimetière qu'au bistrot. J'ai plus de souvenirs que de projets. Je dis le passé c'est fini, mais vous êtes plus dans le présent et le futur. Mon corps a quitté l'enfance, dont le fond de moi-même j'ai gardé l'enfance. » D'où viennent tous ces petits termes, en fait, ces citations? C'est vrai. Alors, il y a le... ça vient du constat de tous les jours, quand je me lève. Vous savez, vous avez cité une, là, dites-moi une que vous avez citée. Là, parce que j'ai plus d'amis aujourd'hui au cimetière qu'au bistrot. Et celle d'avant? J'ai le miroir et la caméra vous regardent dans un miroir entre la jeunesse et la vieillesse. Oui. Oui, c'était... Vous savez, vous vous regardez dans la glace et vous avez l'habitude de visage que vous avez. Oui. Voilà. Oui, celui-là, ça va, ça passe. Mais quand vous voyez au cinéma, vous voyez de face, de dos, de profil, voilà. Et j'ai fait le constat, la première fois que je me suis vu au cinéma, je me suis dit, je ressemble à mon père. J'ai vu mon père. Maintenant, quand je tourne, je vois mon grand-père. Où vais-je aller comme ça? Où vais-je aller? Je revois mes parents. C'est très curieux, ça. Et alors, on voit, on prend conscience de la transformation. Alors, on peut interpréter, c'est une transformation ou une évolution? Que dire, que faire? Que dire de ça? Voilà. On dit évolution, ça fait plus riche. Les phrases viennent comme ça. Des fois, c'est... inattendu. Oui, des fois, l'intervieweur me pose une question. Pof, il arrive. J'ai peut-être été très plat ce soir. Non, vous étiez en forme parce que je voudrais... Justement, quand vous parlez de votre fils, vous dites, il a repris le magasin. C'est un bel hommage, une reconnaissance. Oui. J'étais fier quand mon fils m'a dit « Je veux faire comme toi ». C'est beau. Je me suis dit « Tiens, il m'a pas pris pour un imbécile alors ». Et ça, c'est un peu comme un boulanger. Son fils dit « Je vais prendre le pétrin ». Et il est fier. Il dit « la boulangerie va pas fermer ». Et là, mon fils devient acteur. Et en plus de ça, il est devenu un acteur très différent de moi.
il a son style, sa particularité et tout, je le trouve très bon. Et ça, alors ça me donne l'impression des fois que je suis l'ancêtre d'une dynastie, qui sait. Ça se transmet. Oui, Bah, c'est un petit peu comme Daniel Gélin avec sa fille, Fiona, oui, et puis Il y a- les et brasseurs. Brasseur. Tout ça, c'est une génération que vous avez transmis. Oui. Bah, vous savez, les plombiers font pas des notaires, hein. Non, j'adore votre humour. Est-ce que vous avez écrit un livre il y a quelques années? J'aurais pu faire pire, un Oui, dictionnaire de Coluche. Vous avez envie de faire justement une biographie, une suite? c'est peut-être un jour ça va me démanger. Ouais. Euh, Vous savez, là, j'ai été un jour invité par un éditeur qui m'a dit voilà, ça serait bien que vous fassiez un livre. Oui, si vous voulez, pourquoi pas. Et là, il m'a dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on l'écrive pour vous ou vous voulez l'écrire vous-même? Et je me suis dit, oh, écoutez, je vais essayer de l'écrire moi-même. Si j'y arrive pas, je vous appellerai au secours. Mais... Et j'ai pris plaisir à l'écrire. Et je me suis aperçu que c'était plus facile d'écrire sa vie que d'écrire un roman. Parce qu'un roman, faut inventer. Et là, ça m'a plu. Puis ça m'a permis de revoir ma vie et de la remettre au point, de remettre les choses en place. On va dire que dans un prochain livre, il y aura toute une belle histoire, trois petits points, la vie continue. Donc, Henri, vous connaissez le questionnaire de Proust? Ah ouais, allez-y. Allez, alors, je ne vais pas tout faire parce que la liste est longue, mais sinon, le principal trait de votre caractère. Le principal trait de mon caractère, Oui, la joie. la joie. La qualité que vous préférez chez une femme ou chez un homme? La, la générosité. Oui, la générosité et l'humour Et aussi. l'humour, c'est très L'humour, important. l'humour. On en a besoin. Ce que vous appréciez chez vos amis? L'humour. 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 Et puis le talent aussi. Et, et je n'ai que des amis généreux. Alors donc, Ah oui, parce oui, que vous positivez, vous avez envie d'entourer donc, de gens je positifs. les aime comme ça, hein. Alors, votre principal défaut? La paresse. La paresse? Vous êtes paresseux? Ah oui, oui, énormément. Énormément, c'est pour ça que Oui, vous vous savez, écrivez. je suis né en 1936. Oui. C'est-à-dire l'année des congés payés. Comment voulez-vous qu'on aime le travail après ça? J'avais un signe sur moi. Votre occupation préférée? Travailler. Travailler. Voilà, j'adore. Votre fleur préférée? Ma fleur préférée, euh, alors, oh, il y en a beaucoup, mais je crois que j'ai une préférence pour la rose. La rose. Votre auteur favori? Ah, On est tellement. alors, il y en a beaucoup. Alors, auteur roman ou théâtre? Comme vous voulez. Alors, au théâtre, bon, il y a bien sûr, oh, il y a beaucoup. Entre Molière et tous les autres, il y en a un paquet. Et puis, dans les auteurs, j'aime bien, bon, j'aime bien Victor Hugo, j'aime bien, euh, j'ai les noms sur le bout de la langue. Ah, Stendhal. Stendhal. J'aime bien toutes ces générations. Les autres. Ça me fait Et dans, ça dans me les fait plaisir. modernes, bon bah oui, je suis pas un fou de Proust. D'accord. Mais Mais vous aimez bien le je trouve qu'il questionnaire écrit est pas mal. très Oui, il bien, écrivait très très bien. mais Oui. bon, je suis pas passionné par ces histoires. Mais je reconnais c'est un bon auteur. Sans ça, euh, non, et puis il y a eu des auteurs aussi de science-fiction que j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont une façon des fois de dire d'expliquer le présent d'une façon intelligente, Intelligente, intemporelle et poétique. et poétique. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? J'aurais aimé. Alors, bon, la musique, j'aurais aimé être un grand pianiste, par Un grand exemple, pianiste? ou un très bon instrumentiste. Et ça m'aurait aidé dans la composition. Votre devise? Ma devise, rien faire et laisser dire. Belle phrase. Le bonheur, c'est quoi pour vous? Euh, Ma femme,
femme et Ma votre... femme, vous savez, je dis toujours, les filles, quand j'étais jeune, m'ont appris à faire l'amour, et ma femme m'a appris à aimer. Et tout va bien. Vous avez partagé et vous Voilà. partagez encore des Ah ouais, choses ouais, en ouais, plus ouais, avec ouais, ah ouais, ouais. votre fils Christophe. Hein? Vous partagez en plus des choses avec votre Ah fils ouais, bien avec mon Christophe. fils, oui. Et puis avec ma femme, je sais que, bon, on a 80 balais tous les deux, mais on continue à Vous se les faites marrer. pas. On rit, Vous ne les faites pas. ouais, on n'a pas envie de marcher. Bientôt, vous allez alors une petite anecdote et il y a quelque chose qui vous plaît. Ça sera le samedi 6 avril. Qu'est-ce qui se passe le samedi 6 avril? Alors, ils m'ont invité, c'est les pompiers, je crois, qui m'ont invité, un capitaine Vous allez des mettre pompiers. le feu là. Et ça m'amuse d'autant plus, c'est que euh, quand on, avec Mondi et Lefebvre, un jour, je leur avais donné l'idée, ça serait drôle qu'un jour, on s'habille avec le costume de la 7e compagnie et on irait déposer une gerbe à l'étoile, sur la flamme du soldat inconnu. Et Mondi m'a fait, oui, c'est une bonne idée, c'est pas mal. Mais je sais pas si les flics vont nous laisser faire. Et là, on me dit, tu vas aller, tu ranimeras la flamme. Tassin va ranimer la flamme. C'est mon gars qui a été pris au sérieux. Je vais y aller volontiers. Ça me fera plaisir. Et puis... Vous remontez les Champs-Élysées. Hein? Vous remontez en plus les Champs-Élysées. Oui, 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 oui. Alors ça, c'est des... Alors mon fils pourra pas venir parce qu'il aurait bien aimé venir, mais comme il tourne à Londres, donc le boulot, le travail d'abord. Mais oui, ça même, ça, ce genre de choses, c'est des... Quand on voit le président de la République au 14 juillet qui descend les Champs-Élysées, on a entouré des motards, des chevaux et tout ça, on se dit, tiens, ça doit être quand même, ça doit faire drôle quand on est Sûr. élu et qu'on se met à faire des trucs comme ça. Je sais qu'une fois, j'avais été escorté par des motards pour aller au théâtre parce qu'avec Ménez, on avait fait on a été chanter une chanson pour le Noël ou je sais pas quoi des motards de Paris. Et comme on avait une matinée l'après-midi, c'était un dimanche, ils nous ont escortés en voiture avec les motards. Et je veux dire, on fait tout ce que personne ne peut faire en voiture. Voilà, maintenant tout est bouclé. Ah hein. oui, ah bah Eh oui, ben, d'accord. justement, tout à l'heure avec Marian, nous allons évoquer les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ah, Hein, c'est pas triste. ah oui, oui, C'est ça que fait- du bonheur. Je pense qu'on va bien rigoler. En tout cas, merci Henri Guibé Mais d'être pas du venu. tout. Alors, il y avait une question qu'on n'avait pas posée Quelle est la question? dans le vrai. Euh, Arriver devant Dieu, qu'est-ce que vous voudriez qu'il vous dise? Ah, c'est vrai que dans Marcel, oui, oui, mais en fait, mais J'avais préparé la réponse parce que je C'est me suis vrai. dit, si un jour Pivot me la pose, je saurais quoi lui eh ben, répondre. oui. Alors justement, comment vous vouliez en fait, comment vous allez arriver devant Dieu? Qu'est-ce que vous allez lui poser la première question? Donc, ce que j'aimerais qu'il me dise, le premier, c'est ah, enfin tu m'as trouvé. Bon, eh ben, compte jusqu'à 100, maintenant c'est à moi de me cacher. C'est à toi de te cacher. Merci beaucoup, Henri. Henri, vous êtes adorable. Merci beaucoup, en tout cas. Je n'osais pas poser cette question de Marcel Proust, justement, mais Dieu vous le rendra, comme dirait la chanson aussi. Mais merci beaucoup. Donc, l'actualité, c'est surtout qui vole un œuf. Hein. Henri Guibé, bientôt, on va dire. Bientôt. Ouais. Bientôt, les dates vont sortir. Peu importe la date, mais vous le finirez par le savoir. Mais bien sûr. Voilà. Merci encore de C'est moi qui vous remercie, c'était sympa. Nous, on continue avec Marian et prenez soin de vous. Avec grand plaisir de nous retrouver et surtout montez bien les Champs-Élysées. C'est le Oh, 6 avril. Ça c'est encore un truc. Ça va être un truc formidable. Ah ben j'appelle ça les aventures de l'âge. Oui. Voilà, bon, enfin bref. En tout cas, voilà. Paris sera toujours... Ça va me plaire beaucoup. Ça va vous plaire. C'est avec grand plaisir de vous l'offrir, en tout cas. Eh bien, au revoir. Merci encore. Et Je continue en disant justement, on se retrouve tout de suite après le jingle de 20h, le journal du bonheur, avec Marian. Justement, on va évoquer le théâtre, le cinéma et les Jeux Olympiques. Ça va être torride. À tout de suite. Remets.
Ah ben voilà, ben écoutez, on était avec Henri. Écoute Marian, je suis très content. Comment vas-tu? Bah ça va bien et toi mon Eh ben, Fred? ça fait plaisir de te retrouver. Donc là, Henri est parti. C'est un homme de cinéma, de théâtre, une figure monumentale, Incroyable. avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview avec C'était enrichissant, on a découvert les coulisses du cinéma, mais aussi du théâtre. On a aussi découvert Henri Guibé lui-même, et Oui. ça, je trouve que c'est quand même formidable, et c'est aussi très rare qu'on trouve des interviews dans ce style-là. Ben, je te remercie beaucoup. Et en plus, il s'est confiné, il s'est dévoilé avec nous. Nous, on va continuer. On va continuer, mon petit Marian. Alors justement, je devais inviter Anne, mais malheureusement, elle ne pourrait pas être là aujourd'hui. Elle m'a donné un numéro de téléphone, mais sauf que j'ai pris les 4 derniers chiffres. Ah mince. Et ouais, c'est le 3975, mais malheureusement, c'était le numéro des encombrants. Donc, on va continuer avec justement les Jeux Olympiques à Paris cette année. S'il te plaît, Marian. C'était pas le numéro d'Anne Hidalgo à la base? C'était le numéro. Ah, mais bah tiens, dis donc. 3975, c'est aussi sur les Jeux Olympiques. C'est peut-être encombrant ou pas? Ah, un petit peu, mais d'ailleurs c'est marrant que tu m'en parles d'Anne Hidalgo, parce que justement... je vais quand même vous dire qu'à un moment donné, je voulais quand même lui demander, et c'est dommage que tu n'aies pas le numéo en entier, sa tenue qu'elle aura. Alors, je crois que le 06 c'est vintage, le 07 c'est moderne, le 08 c'est autre chose. C'est pas maintenant. Je voulais lui demander quand même dans quelle tenue elle sera pour quand même nager dans la Seine avec notre cher Manu National. Ah oui. Et oui, tous les deux, ils iront faire un petit plongeon. Plouf, dans la petite Seine pour prouver que l'eau n'est pas dangereuse et pas trop polluée. Bon, perso, si je devais plonger dans la Seine, j'irais pas en maillot de bain. Non. Non. Moi, j'irais en sous-marin parce que bon, avec la pollution parisienne, les égouts, mais aussi tout ce qu'on retrouve dedans, personnellement, je vais pas trop m'y risquer si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, si j'y vais juste avec un maillot de bain, je sais pertinemment que je vais avoir des boutons partout dans le corps, que je vais avoir 3 œils qui vont avoir poussé, 7 bras un peu partout dans le corps. Bon, après, on va pas se le cacher, j'ai quand même le corps d'un pas magnifique animateur radio. On le voit le physique, on le voit le petit bidou. D'ailleurs, en parlant... Ce que j'espère, c'est que tu as des copains, tu as des connaissances au niveau médecin, parce que si tu vas te oui, baigner, toujours. Oui, hein, t'inquiète pas. Non, mais j'ai prévu le sous-marin, il est déjà loué. D'ailleurs, en parlant de pas magnifique comme mon corps, bon, on va parler de l'affiche officielle des JO de 2024. Ah bah oui, je fais partie des personnes qui n'aiment pas l'affiche des JO qui a été présentée il y a 2 semaines. Bon, après, on retrouve quand même plusieurs éléments assez sympathiques qui représentent le sport, Paris, la France, métropolitaine, les Outre-mer, etc. Bon, j'ai quand même cherché où est Charlie, mais je l'ai pas trouvé. Parce que vu le monde qu'il y avait sur cette affiche, je me suis dit, oh, ils ont peut-être calé un petit où est Charlie, mais non. J'étais assez déçu de ça quand même. il y avait même pas. T'as pas pu le reconnaître? Non, il n'y avait pas de où est Charlie avec ses vêtements rayés en blanc et rouge. Non, Par il y contre, il y était avait pas. des sacrés drôles de dames. Oh que oui, mon Fred, oh que oui. Mais au moins, l'artiste a respecté le concept des JO de cette année. Et ça, quand même, on va bien le préciser parce qu'il y avait la Tour Eiffel, il y a plein d'éléments comme Le Grand Palais. le Grand Palais. On a aussi les épreuves de surf qui sont représentées. Voilà, il y a plein d'épreuves qui sont représentées Alors, dans cette le affiche. Grand Palais, c'est sur l'autre parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais il est Paralympiques. Oui, aussi, tout à fait. Tout a été bien représenté. Bon, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de monde sur cette affiche. Un petit peu quand on sera au JO et que la RATP, d'ailleurs, n'est pas du tout prête. Donc, Et non. RATP, tu sais ce que ça veut Ils sont prêts. Non, ils sont pas prêts. Ici, 4 € le billet. Ils sont prêts pour bien nous la mettre à l'envers, pour bien prendre notre argent, mais ils sont pas prêts pour la logistique. Non. Bon, après, on l'a vu un petit peu sur l'affiche. Forcément, ça va être la cata à Paris. Et forcément, notre bon vieux Jean Castex ou Jean Casse-tête, il s'est pas bien torturé la tête sur ce coup-ci. Il a pas pris la bonne ligne. Oh non, il a pas pris la ligne 1. Il a pris une 2. Bon, après, ça va être sympa pour les Parisiens qui vont bosser, pour les Parisiens qui veulent aller se promener, ou pour les athlètes, ou pour, comme nous, les personnes lambda qui veulent aller se promener dans Paris. Alors, on va devoir attendre 4, 5, 6 métros, 3, 4 RER avant de pouvoir accéder à notre destination finale. Bon, après,
Est-ce qu'on aura vraiment le choix? Non. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu l'info, mon Fred, mais comme quoi, il y allait y avoir à nouveau, un peu comme le pass, tu sais, il y a 2-3 ans qu'on était pendant le Covid, mais cette fois-ci, un pass pour se déplacer dans Paris, dans certains quartiers, pour les riverains, pour les Parisiens et pour les touristes. Eh ben, ça va être compliqué, il faudra le faire sur Internet, je suis Oui, sûr. tout à fait, comme d'habitude. Hein. Eh ben oui, pour la dame de 90 ans, rien contre ces personnes, mais des fois, tout le monde n'a pas Internet. Ah bah oui, Ils ça vont va être être compliqué. connectés. Hein. Il y aura de la queue à la mairie. Hein. La mairie, ils vont pas être d'accord, je pense. Ils vont être un petit peu... Ils vont prévoir le maillot, en fait, d'Anne Hidalgo. Certainement. Le logo, il sera large. Oh que oui. Bon, après, le pire, je parle des transports en commun. Mais à Paris, on se plaint déjà des embouteillages. Qu'est-ce que ça va être pendant les JO? Ah oui, avec les travaux qui sont pas finis. Ah bah non, quels travaux? Ah, mais Pour moi, c'est même plus des travaux. Pour moi, c'est devenu habituel. Hein. Oui, c'est un gruyère. C'est Oui, un oui, gruyère. Paris est un gruyère. Il y a plus de trous que d'habitants. Oui. Hein, voilà. Titre. Bon, après, je vous laisse imaginer un petit peu le désastre qui va nous tomber dessus. Sur la tête, bon, après, j'aurais préféré que ce soit le ciel qui nous tombe sur la tête. Bon, je nous souhaite à toutes et à tous bon courage, parce qu'il va y en avoir besoin. Fin d'émission, je vais continuer à me préparer, je vous le dis direct, pour cette belle épreuve qui sera la nôtre pour les JO. D'ici quelques mois, circulez dans Paris. Oui, profitez maintenant. Faites-en hein. de même, hein, je vous Oui. le conseille. Voilà, parce que les JO, ça va vraiment être quelque chose, jusqu'en Normandie aussi. Tout est un petit peu bloqué. Et ben, ça nous promet de belles choses, surtout que l'affiche est vendue 29,99. Oui, tout à fait. Et bien voilà, comment l'encadrer, comment se faire encadrer. On continue sur l'actu théâtre avec Bruno Puzzulu, en tournée à travers toute la France. Il nous présente L'Hérital et la lettre, un hommage d'un fils à son père. Bruno, félicitations, c'est un magnifique personnage que tu joues sur les deux rôles. Jean-Philippe Janssen dans Tombée du ciel au théâtre Grand Point Virgule jusqu'au 20 avril. Amanda Lear dans L'argent de la vieille. Alors ça, c'est Amanda Lear, c'est que du bonheur. Et je voudrais aussi Fiona Gélin avec Richard Bonin, qui est en tournée aussi, qui a écrit un audiolivre. Oui, c'est un magnifique livre avec son père et elle sur sa vie. Voilà. Après, on continue. On a exactement Thierry de Carbonnières et Valentin de Carbonnières. Valentin avait eu justement le Molière. Et il a fait La Nuit du Feu au théâtre Lucernaire. Alors, très bon souvenir avec Thierry. J'étais content de les avoir réunis, Thierry et Valentin, le père et le fils, il y a un an. Et aujourd'hui, c'était la première fois qu'ils étaient ensemble à la radio. Et là, maintenant, ils sont en scène tous les deux. Voilà. Donc, on continue pour les films. Dis-moi tout, Marian. Il paraît qu'il y a vraiment des têtes d'affiche. Il y a des films formidables. Oh bah rien que pour cette semaine. Dès demain, on va retrouver au ciné. Alors, je vous conseille d'aller voir le film Karaoké avec Michel Larocque, Claudia Tagbo et David Mora. Alors, ce film comédie retrace donc la vie de Bénédicte, chanteuse d'opéra, qui voit sa carrière un petit peu s'effondrer du jour au lendemain. Fatou, quant à elle, est la seule à pouvoir l'aider, car elle adore les karaokés et elle a l'idée de passer le concours national, ça rigole pas sur ce coup-ci, de karaoké avec Bénédicte. Film à découvrir donc dès demain au cinéma. Pour la semaine prochaine, mon Frédéric, on aura 2 films que je vous conseille. La semaine donc du 27 mars. Tout à fait. Mercredi 27 mars. La semaine prochaine, dans vos salles obscures, vous pourrez donc retrouver le film d'action fantastique Alienoid, les protecteurs du futur. Alors pour faire assez simple, parce que déjà que le nom il commence à être un petit peu compliqué pour certains, je peux vous dire que ce sont des aliens qui prennent possession de corps humains. Et pour anéantir cette menace, il y aura donc un gardien du futur qui est envoyé pour traquer tous ces aliens. Mais pour arrêter tout ça, il ne sera pas seul, en effet. Bonne nouvelle, il y aura une élue qui voyage depuis des siècles et qui cherche l'alien originel. Et sur le coup, ça fait des lustres et des lustres. Et leurs chemins vont par contre se croiser. Parce que vu que le gars vient du futur, que l'élu, femme donc, font des sauts dans le temps, donc l'une vers le futur, l'autre vers le passé, ils vont forcément se croiser. Forcément. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah bah ils vont se dire bonjour. Déjà, exactement. Bonjour, comment vas-tu? Au moins, il y aura le contact. Voilà. Et ils vont vouloir forcément sauver la planète des aliens et détruire l'alien originel. Donc pour sauver l'humanité. Vont-ils réussir à sauver le monde? Rendez-vous la semaine prochaine, 27 mars au cinéma, pour le savoir. Et deuxième film, cette fois-ci pour les plus jeunes ou les plus vieux, qui ont adoré Kung Fu Panda.
Le 4e volet de cette saga sort mercredi de la semaine prochaine au cinéma, de quoi bien profiter entre amis ou en famille de notre panda préféré du cinéma. Après ces 3 premiers volets où notre ami panda nous a prouvé son talent pour combattre les plus méchants des maîtres du mal, cette fois-ci le combat, il toque et on lui dit « Et cette fois-ci, tu voudrais pas te reposer un peu ?» Oui, c'est vraiment ça son combat, se reposer. Alors, on va lui proposer d'être chef spirituel de la vallée de la paix. C'est quand même un beau titre. Ah oui. Oui, mais il va y avoir quand même des péripéties que vous allez découvrir donc la semaine prochaine. Comme dans le monde réel. Hein. Ah bah oui. La paix dans le monde. La paix dans le monde. Voilà. Si seulement. Si ça pouvait. Si seulement. Hein. Mais bon. Il y aura toujours des péripéties que vous retrouverez la semaine prochaine au cinéma. Kung Fu Panda 4, découvrez ce film mercredi 27 mars. Et c'est pour de 7 à 77 ans. Oh bah oui, même avant. Hein. Même avant. 3 ans. Même 3 ans. Oui. Bon, ils sont accueillis dans la salle. Ah bah oui. Il est important le cinéma de le défendre et d'aller voir et ça nous change les idées. Merci Marian. Tu aimes lire ? Oui. Alors justement, j'ai un livre pour toi. Paris sera toujours une fête, la plus grande auteure célèbre de notre capitale. Tu verras, c'est un plaisir de lire ce petit livre. Toi qui prends le métro, la trottinette, merci beaucoup, mon fais Fred. attention à la trottinette. Oui. Les stops, il faut s'arrêter. Ça, c'est mon petit coup de gueule. Ça s'appelle un stop, ça s'appelle un feu rouge. Alors arrêtez-vous, s'il vous plaît. Le code de la route, c'est pour tout le monde. Ça tombe bien, je fais partie des personnes qui respectent le code de la route. C'est très bien, exactement. Le livre du mois, les livres du mois, Napoléon en Normandie, Guillaume et Napoléon, et de Nathalie Salmon, édition Revers. Magnifique livre de Napoléon qui repart de Normandie. Avec le détail est vraiment magnifique. Je suis devenu le parent de mes parents, aider les aidants, Vincent Vanaduc chez Stock. C'est un très beau témoignage justement par rapport à la maladie. Après, À nos rêves perdus de Carole Duplessis-Rousset, roman Terre de France. Alors, Carole Duplessis-Rousset est vraiment une femme formidable. Elle nous écrit des romans formidables et surtout, c'est un pur bonheur de la lire. Et c'est la responsable de la SADN, la Société des auteurs normands. Donc, vous pouvez aller sur la Société des auteurs normands quand vous avez besoin justement d'aller voir la Normandie pour les salons du livre en Normandie. C'est un plaisir, même moi, de partager et de les animer quand il y a un salon qui arrive là la semaine prochaine. Merci Marian. Merci à toi mon Fred. Moi je remercie Henri Guibé d'être venu sur ce plateau de 20h, le journal Le Bonheur. Merci à la direction de Radio Armada. Je remercie justement Vianney à la régie. Merci à toute l'équipe. Mes chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours, donc le 2 avril. Oui, j'ai préféré faire le 2 que le 1er avril. Le 2 avril. Et donc là, j'ai une invitée, une personne qu'on aime tous, c'est la Watt, c'est Caroline Loeb. Donc on se retrouve le 2 avril. Prenez soin de vous, à dans 15 jours et à bientôt. Ciao, 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 ciao.